Retrouvez-moi sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Je suis ravie d'accueillir une personnalité masculine, star de YouTube et chef de file du mouvement français du crudivorisme, qui est l'art de manger cru. Il se définit aussi comme hygiéniste, adepte des jus à l'extracteur et du jeûne, et a fondé l'association Régénère. Cet homme aux multiples vies est le personnage clé d'un documentaire qui est en salle actuellement et qui s'appelle Régénération. Mais revenons à son parcours. Notre invité fait des études scientifiques en physique théorique et nous le retrouvons 10 ans plus tard, à 33 ans, alors qu'il va toucher le fond et qu'il est considéré comme, je mets des guillemets, plus viable par la médecine conventionnelle. Autrement dit, son pronostic vital est à ce moment-là engagé. Et dans cette traversée du désert, il va vivre un éveil et se pencher corps et âme sur la physiologie et l'alimentation pour vivre une fulgurante résurrection. J'ai le plaisir de recevoir dans l'émission Métamorphose Thierry Casasnovas pour un nouveau podcast qui éveille la conscience. Bonjour Thierry. Bonjour Anne et bonjour à tout le monde. Alors cette première question, Thierry, nous sommes faits de nos conditionnements et de nos histoires. Qu'est-ce qui t'a conduit à cet état d'effondrement presque mortel, on peut dire, à l'âge de 33 ans? C'est amusant que tu me poses cette question parce que c'est la question que je me suis posée moi-même alors que je me sentais mourir. Tu vois, je pense que quand on est en état d'extrême fragilité, on revient à des questions fondamentales. Et c'est vrai que j'ai fait le point, je me suis dit, mais à 33 ans, qu'est-ce que je fais là et pourquoi j'en suis là? Et surtout, comment j'en suis arrivé là, étant donné que à la base, j'étais un enfant qui avait plutôt une bonne vitalité, une très bonne santé. J'étais toujours le costaud de la famille. Tu vois, j'avais pas de problème de santé particulier. Mes parents m'ont toujours dit que j'étais tout le temps dehors, j'allais bien. Et j'ai essayé de faire, tu vois, une espèce de rétrospective de ma vie pour me dire, mais où est-ce que j'ai raté une bifurcation? C'est vraiment l'idée que j'ai eue très rapidement. Et je me suis dit, il y a pas, c'est pas normal d'arriver là. Tu vois, à la limite, avoir des problèmes de santé à 70, 80 ans, on considère dans l'imaginaire collectif que c'est normal. À 33 ans, on est dans la force de l'âge, ça doit pas aller. Et c'était une sorte de ras-le-bol, tu vois. J'avais beau être au comble de l'épuisement et vraiment très très faible. Il y a eu une sorte d'insurrection en moi. Je me suis dit, c'est pas normal. On peut pas vivre ça à 33 ans. Il y a une clé que j'ai ratée. Et comme effectivement, tu l'as dit, bon, j'avais une formation de scientifique. J'ai essayé d'aborder les choses de façon rationnelle. C'est-à-dire que, en science, ce que l'on étudie est régi par des lois. Donc, je me suis dit, finalement, mon corps, je ne le connais pas. Et s'il y avait vraiment des lois que j'ignorais, donc les ignorants, je ne les avais pas respectés. Ça a été ça le début de la démarche, donc je me suis dit, on va étudier comment fonctionne le corps humain. Et effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait des lois très très précises, très simples. Et c'est en décortiquant ces lois que j'ai compris où j'avais fait fausse route et ce qu'il fallait corriger. D'accord, mais effectivement, comment tu es dans ta tête à cette époque et qu'est-ce qui t'a conduit là véritablement? Est-ce que tu avais une vie, est-ce que tu t'alimentais très mal? Est-ce que tu avais fait des excès? Est-ce que tu étais sédentaire? Qu'est-ce qui t'a conduit quand même à cet effondrement? Ouais, mais c'est amusant parce que sur le coup, j'avais une mauvaise analyse de ce qui se passait. Puis maintenant, avec le recul, je commence à comprendre. C'est comme toujours, c'est pas monocausal. C'est une addition de multiples petits facteurs. Donc, si je devais les lister, c'est clair qu'à partir de 18-19 ans, quand je suis parti de chez mes parents, parce que j'ai fait l'université, j'ai suivi une formation à l'université, donc je suis parti de ma famille. Dans ma famille, avant ça, j'avais eu une alimentation, on vivait en pleine campagne. J'avais une alimentation relativement de qualité, on va dire, et des conditions de vie qui étaient vraiment de qualité. Et quand je suis parti de chez mes parents, c'est vrai que j'ai découvert la vraie vie, entre guillemets, d'étudiant. Donc, j'ai commencé à manger à peu près n'importe quoi, à boire de l'alcool, à sortir. Mais bon, comme la plupart. Comme beaucoup d'étudiants, oui. Exactement, comme beaucoup d'étudiants. Donc, il y avait rien. Par contre, la grosse différence aussi, c'est que j'ai découvert à l'époque le sport à haut niveau. J'ai fait énormément d'endurance. Je me suis vraiment, quelque part, investi corps et âme dans l'ultramarathon, dans la course de très longue endurance. Et ça, je pense que ça a contribué à m'épuiser. Ça a été un des facteurs. Donc, il y a eu, les qualités de vie, moins de repos, alimentation qui commençait à être vraiment délétère puisque je mangeais à peu près n'importe quoi, surentraînement sportif qui est souvent un facteur quand même d'épuisement et de fatigue. Et puis des facteurs aussi plus subtils, plus d'ordre moraux et psychique, on va dire, hein. Il se trouve qu'à l'époque, je me suis pas mal isolé pour une raison que j'ignore. Je pourrais pas te dire pourquoi, mais je me retrouvais relativement seul. Donc un mode de vie dans lequel j'étais un peu livré à moi-même et une forme de tristesse qui s'est installée par rapport à tout ça. Je pense aussi, disons que j'avais adhéré toute ma jeunesse à un modèle dans lequel finalement, si je faisais des études, je serais heureux.
C'est à peu près le discours que j'avais entendu et auquel j'avais adhéré. Et puis mine de rien, je me rendais compte que maintenant que j'arrivais, j'ai fait une maîtrise de physique, donc j'étais à bac+4. Je me rendais compte que les perspectives de travail, elles étaient pas là, et qu'en plus, même si je trouvais du travail, ce travail ne m'intéressait pas particulièrement, et que finalement, le modèle auquel j'avais adhéré ne me remplissait pas, quoi. Donc je pense que tous ces facteurs mis bout à bout ont commencé à avoir une dégradation. Et puis il y a eu un événement majeur quand même, c'est j'ai beaucoup voyagé à vélo. J'ai fait ce qu'on appelle du voyage à vélo, cyclo-camping, à travers l'Europe et à travers le Maghreb. Et à l'âge de 27 ans, j'ai attrapé une infection à la salmonelle alors que j'étais au Maghreb, entre le Maroc et la Mauritanie. Et j'ai été soigné en France, j'ai été soigné à Montpellier, et j'ai été soigné avec un protocole d'antibiothérapie qui était de l'avis même de plusieurs médecins qui m'ont vu après, qui m'ont dit que c'était une antibiothérapie de mammouth. Et je pense que le facteur antibiothérapie qui était peut-être vraiment excessif en termes de dose, rajouté à l'épuisement et avec tout ce qui s'était préparé préalablement, ça a fait que là, vraiment, à l'âge de 27 ans, j'ai commencé à m'effondrer. C'est-à-dire que là, j'ai plus compris ce qui se passait. J'avais des troubles digestifs, je ne dormais plus, je commençais à être déprimé alors que c'était pas du tout ma nature. Et pendant 5 ans, littéralement, j'ai perdu du poids, je suis devenu cachectique. J'avais beau manger, je n'absorbais plus rien, mon état immunitaire s'affaiblissait. C'était un effondrement général. Et je te dis, je pense que c'est vraiment multiples facteurs qui sont interagis les uns avec les autres. Oui, alors on peut dire peut-être, est-ce qu'avec du recul, donc là on a parlé de cette tranche de ces 10 années entre, disons, 23 grosso modo et 33 ans, où tu es allé vers la dégénérescence, pardon. Et effectivement, là maintenant, tu as un peu plus de, à peu près 44 ans, je crois. Oui, exactement. À nouveau une tranche de 10 ans, où cette fois-ci, tu es allé vers la régénération et non pas la dégénération comme ces premières 10 premières années. Et du coup, voilà, quelles sont les bases aujourd'hui, enfin, que tu as utilisées pour te régénérer? Reviens un petit peu sur ces 10 dernières années, sur ce parcours. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment eu une intuition au départ. C'est-à-dire que, alors que j'étais mourant, et vraiment mourant, c'est-à-dire que j'avais enchaîné plusieurs arrêts cardiaques, donc signal d'un organisme qui est au bout du rouleau. Et il y a un matin où j'ai vraiment eu comme une espèce de fulgurance. Je sais que ça peut faire un peu ésotérique, mais je pense quand même que quand on est dans des états de fragilité extrême, on est parfois en connexion avec une part intérieure de nous-mêmes qui nous dirige avec beaucoup plus de finesse parfois que notre intellect. En tout cas, il se trouve qu'il y a un matin, vraiment ce qui est monté, ça peut paraître très banal tel que je vais le dire, mais c'est si tu en es là, c'est parce que tu as fait les mauvais choix. Il suffit juste que tu fasses des choix autres et tu vas aller bien. Alors voilà, ça paraît un peu creux peut-être. Pas vraiment, parce qu'on peut s'imaginer que toute personne un peu en état de survie, à un moment va chercher au plus profond de lui-même une forme de stratégie de renaissance quand même. Ça paraît logique. Exactement. Ouais. Exactement. Et le plus fort là-dedans quand même, c'est que à l'époque, il se trouve que j'étais devenu totalement invalide, donc j'avais trouvé refuge chez mes parents. Et mes parents, voyant mon état, avaient choisi de me renvoyer à nouveau à l'hôpital parce que le médecin leur avait dit de toute façon il va mourir, on va lui faire des soins palliatifs et ainsi de suite. Et je sais que après que j'ai eu cette prise de conscience, quelques minutes après, mon père est rentré dans la pièce où je me trouvais et je lui ai dit, tu sais, je vais pas partir à l'hôpital, je veux rester ici et je vais te dire comment prendre soin de moi et tu vas voir, ça va marcher. Et contre toute attente, mon père m'a regardé et il m'a dit, ok, je marche avec toi. Et après coup, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision alors que juste avant, tu me voyais, tu étais prêt à m'envoyer à l'hôpital. Il m'a dit, ça faisait des mois que j'avais pas vu cette lumière au fond de tes yeux. J'ai vu, il me dit, une étincelle de vie, et il me dit, je me suis dit, t'avais touché quelque chose, en tout cas, t'avais compris quelque chose par rapport à ton état, que moi je n'avais pas compris, mais j'étais prêt à te suivre là-dessus. Et en fait, ce que je lui ai demandé simplement de me donner une alimentation adéquate. Donc ça, c'est sur le plan physique à l'époque, des bonnes conditions. J'ai commencé à prendre des bains de soleil, donc autant de paramètres qu'on va pouvoir lister. Mais il y a aussi un paramètre sur lequel j'insiste beaucoup, c'est que j'ai pris conscience que durant toutes ces années précédentes, ces 10 ans de vie là, de dégénérescence comme tu dis, j'avais eu une attitude, un comportement vis-à-vis de nombre de personnes qui n'était absolument pas adéquat. J'avais été vraiment obsédé par mon bien-être personnel au détriment des autres. Donc c'était passé par des attitudes alors que tout le monde connaît, hein, plus ou moins. Je vais pas, c'est pas de l'autoflagellation, mais du mensonge, du quant à moi, de l'appropriation personnelle, voire un petit peu dans mon cas une forme de kleptomanie. Et tout ça, j'ai réalisé que en fait c'est des comportements inadéquats qui m'avaient aussi tué. Et alors j'ai fait quelque chose de très simple, qui n'a
je vais utiliser un terme qui est parfois connoté, mais qui, pour moi, n'a aucune imprégnation religieuse. C'est ce qu'on appelle souvent une repentance, ce qui veut dire prendre une pente différente. Je me suis dit, toutes ces attitudes que tu as eues vis-à-vis de ces personnes, elles étaient inadéquates et, mine de rien, à l'intérieur, elles te rongent. J'ai pris mon téléphone, j'ai pris le courrier à l'époque, parce que on écrivait encore à l'époque, il n'y avait pas encore autant d'emails, et j'ai commencé à écrire, à téléphoner aux personnes et dire, écoute, à tel moment, je t'ai fait ça, je le regrette sincèrement, je te demande pardon, je suis désolé, j'étais perdu, je ne prenais pas la mesure de ce que je faisais. Et chaque fois que je parlais avec ces personnes, je sentis, tu sais, comme une espèce de poids qui s'élevait au-dessus de mes épaules. Et donc ça, conjointement à une réforme de mon alimentation, qui est relativement simple, dans lequel je suis allé vers vraiment beaucoup plus de nutrition et une alimentation beaucoup plus simple et beaucoup plus riche en nutrition, plus du repos, des bains de soleil et ainsi de suite. Contre toute attente, moi qui étais mourant, moi qui étais condamné, les médecins m'avaient donné quelques jours à vivre, j'avais une tuberculose qui m'avait rongé les poumons, j'étais immunodéprimé, une hépatite, une pancréatite aiguë, enfin plus rien ne fonctionnait à l'échelle de mon corps, et bien contre toute attente, je suis remonté. J'ai commencé doucement à reprendre du poids, à reprendre de la vitalité, moi qui ne pouvais plus marcher, j'ai commencé à pouvoir me déplacer doucement au départ, puis après à remarcher vraiment, puis à recourir, et petit à petit, la vie qui est revenue en moi m'a permis de me remettre debout, quoi, d'une certaine manière. Et c'est vraiment ce que j'ai mis en place pendant ces 10 dernières années. Alors, c'est vrai que quand on t'écoute, effectivement, on entend bien cette fulgurance qu'on pourrait aussi qualifier d'éveil, une forme d'éveil, c'est-à-dire Oui. que la conscience, le soi au sens de Jung, à un moment donné, s'éveille d'un seul coup et puis prend conscience de quelque chose qui nous dépasse, de très fort, et c'est probablement ce qui t'arrive à ce moment-là. Est-ce que tu as eu aussi été accompagné par des lectures? Est-ce qu'il y a des événements à ce moment-là marquants qui accompagnent ce chemin, si tu as mémoire de tout cela? Alors, à l'époque, Ou des personnes que tu côtoies ou qui t'inspirent? Oui, à l'époque, il y a un livre qui m'a beaucoup inspiré, qui était le livre d'un médecin français qui s'appelait Paul Carton, qui était médecin dans les années 1920-1930 à l'hôpital de Ligny-Brévannes, donc qui était chef d'un service là-bas qui s'occupait d'enfants tuberculeux. Ça m'avait accroché son travail parce que comme j'étais moi-même tuberculeux, je m'étais dit bon ben si lui il a travaillé là-dessus, il a certainement des clés à m'amener. Et son livre était un manuel, ça s'appelait Manuel d'hygiène de vie naturiste et hygiéniste. Alors c'était marrant parce que moi, naturiste, pour moi, ça renvoyait à des gens qui se mettaient tout nus dans des campings l'été au Cap d'Agde. Mais tu vois, je voyais pas ce que ça avait à voir avec la santé. Et en fait, lui avait une approche vraiment très très globale dans lequel finalement, il suffisait de ramener l'humain dans des conditions de vie proches de ce qui est le cadre naturel, et ça fonctionnait. Donc c'était son livre, en fait, c'était une éloge de la vie. C'était une déclaration d'amour à la vie en nous. Et son discours était très simple. Il était favoriser les conditions de vie naturelles et vous verrez que la vie qui est en vous va prospérer. Parce que ce qui l'a fait non prospérer, ce qui l'a fait dégénérer, c'est des conditions de vie, que ça soit au niveau du cadre de vie, de l'alimentation, du rythme de vie, des relations avec les autres, des conditions de vie qui ne sont pas adéquates. Et c'est aussi ce message qui, par sa fulgurance, m'a touché. Je me suis dit, en fait, c'est tout simple. J'ai essayé, moi, de comprendre la vie, de la décortiquer. En fait, il s'agit juste de connaître avec humilité quelles sont les conditions qui font prospérer la vie et de les appliquer. Donc ce livre m'a beaucoup accompagné. À part ça, bon, j'ai toujours été un lecteur des évangiles. Je suis issu d'une tradition chrétienne. Oui. Bien que n'ayant pas une tradition religieuse, mes parents étaient enseignants, donc plutôt laïques, laïque et pas du tout de pratique religieuse. J'ai pas baptisé, enfin j'ai pas fait le parcours classique, on va dire, des enfants en France. Mais par contre, j'ai toujours été un lecteur des évangiles parce que l'histoire simplement, l'histoire de Jésus marchant dans ce monde finalement, et la puissance de son message, la puissance de ce qu'il proposait aussi, m'avait toujours fasciné. Mais vraiment, c'est un terme de fascination. Et à l'époque, il y avait vraiment des termes aussi qui résonnaient très fort en moi. Par exemple, par rapport à cette fulgurance que j'avais ressentie, quand il te dit, voilà, la vérité est en vous, le royaume est en vous, tout est présent. Et je sentais vraiment un besoin important de ressentir cette présence, cette puissance en moi, parce que je me suis dit, si je me base pas là-dessus, il y a rien qui pourra me ramener à la vie. Donc vraiment, les deux lectures essentielles que j'ai eues, c'est ça. Après, j'étais dans un état aussi qui était un état d'hébétude, d'une certaine manière. En tout cas, les personnes qui m'ont vu de l'extérieur m'ont dit, tu étais dans un tel état d'épuisement. À la fois, tu étais là, tu étais présent. J'étais joyeux de la vie de mes proches. Ils me disent,
mais tu étais dans un état de... Alors, moi, presque, j'étais dans un état d'extase, parce que c'est marrant, après coup, je me souviens de ces 2-3 mois où j'ai été au plus faible, comme d'une période extraordinaire de ma vie. Je pense qu'il y avait si peu d'énergie dans mon corps que une part des processus intellectuels s'était ralentie, et j'étais plus dans une espèce de ressenti immédiat. Donc, je pense aussi qu'une bonne part de mon expérience s'est passée dans cette espèce d'état semi-comateux, mais de présence, on va dire. Oui, on peut dire que tu étais dans un état probablement de conscience modifiée, dans une forme de transe au sens large du terme. Peut-être, certainement. En tout cas, un état que j'ai rarement connu dans ma vie, de présence. Si tu veux, j'étais dans un présent total. Il y avait plus de passé, il y avait plus de futur. J'étais là, j'étais dans un mode survie et j'étais dans une hyper-perception de tout ce qui m'entourait, de moi-même. Et je crois que j'avais aussi peu de lecture parce que j'étais dans une satisfaction de la perception de ce qu'il y avait autour de moi qui était totale. J'avais besoin de rien, en fait, tu vois. J'étais vivant, j'étais là, alors que j'aurais dû mourir et c'était déjà magnifique. Oui, pour les gens qui nous écoutent, la question qu'on peut se poser, parce qu'effectivement, quand on touche des situations personnelles dramatiques et qu'on se sent approché de la mort à travers la maladie, on a envie de savoir, est-ce que ça prend du temps? Combien de temps ça a pris pour remonter la pente de ton côté, pour te régénérer? Par quoi as-tu commencé? Est-ce que c'est venu progressivement? Et finalement, combien de temps cela a mis? Alors, tu vas me dire, évidemment, nous sommes uniques, donc ça dépend du cas de chacun, mais explique-nous un petit peu, s'il te plaît, le déroulement de tout ça. Alors, oui, je rebondis sur ce que tu dis. Chacun de nous est unique. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que je donne des formations maintenant, et je me suis fait faire un t-shirt sur lequel il y a marqué "ça dépend" avec 3 petits points. Parce que c'était la réponse. Tout le monde me dit oui, mais combien de temps il faut faire ceci, combien de temps? Et je lui dis ça dépend, parce qu'en fait chaque organisme est complètement différent. Le point de départ pour chacun est complètement différent. Mais bon, pour répondre de manière factuelle à la question que tu me poses, combien de temps ça a pris? Tout dépend. À l'intérieur de moi, ça a pris 1 seconde. C'est-à-dire que du moment où j'ai compris que simplement j'avais fait des mauvais choix et qu'il s'agissait que je change mes choix et que ça allait redémarrer, je savais à ce moment-là, que j'allais pas mourir, que j'allais vivre, que j'allais me restaurer. Donc intérieurement, ça a pris vraiment l'espace d'une seconde, même une fraction de seconde. Cette prise de conscience, cet éveil dont tu parles, vraiment là, ça a été immédiat. Après, dans le corps, combien de temps ça a pris? Je partais de très très loin. Il faut être clair. Pour te donner une idée, je mesure 1m75. Au plus bas où je suis tombé, en état de cachexie, je faisais 30 kilos. 30 kilos, c'est un poids de petit enfant, c'est pas un poids d'adulte. Maintenant, mon poids de forme, il est de 62, 63 kilos. Je suis quelqu'un de fin. Donc, à 30 kilos, je n'avais plus rien. Mon cœur ne fonctionnait plus. J'avais une tuberculose qui m'avait rongé. Donc, j'étais vraiment dans un état de désagrégation quand même très, très avancé. Et je dirais que pour recommencer à être vraiment bien fonctionnel, il m'a fallu, 6 à 9 mois pour commencer à pouvoir être autonome. Voilà. Et 1 an pour vraiment commencer à ressentir de la force, recommencer à faire du sport et ainsi de suite. Et après, toutes les années qui ont suivi, chaque année, je me sens mieux par rapport à l'année précédente. Tu vois, donc il y a toujours un processus qui va vers le meilleur, mais on va dire qu'il m'a fallu une bonne année dans mon cas pour vraiment sortir de la zone d'urgence et me dire, OK, là maintenant, je ne me définis plus par rapport à mon ex-maladie, je suis parti sur autre chose. C'est un autre pan de ma vie qui commence à se déployer. Alors justement, j'imagine que tu as mis 9 mois, et pendant ces 9 mois, qu'est-ce que tu as mis vraiment en place et que tu as changé radicalement dans ton quotidien, de manière spectaculaire? Parce que évidemment, j'imagine qu'il y a 9 ans, tu n'avais pas autant de connaissances que maintenant, qu'aujourd'hui, que 10 ans plus tard, où tu as accumulé un certain nombre de savoirs et puis surtout d'expérimentation aussi. Tout à fait. Donc, je vais te répondre par rapport à ce qui s'est passé pour moi et je te dirai aussi maintenant comment je réponds aux personnes qui me posent la même question, si tu veux bien, parce que je pense que c'est assez intéressant. Donc, dans mon cas, qu'est-ce que j'ai mis en place? Donc, il y a eu cette première démarche qui était ultra importante parce que pour moi, c'était un facteur de stress notoire. Je l'ai su après. Donc, pour moi, c'était un facteur rédhibitoire dans mon état de santé. Le deuxième facteur que j'ai mis en place, c'est une réforme radicale de mon alimentation. À l'époque, j'ai rencontré des personnes qui m'ont expliqué que finalement, dans notre alimentation, il manquait certainement une part essentielle de ce qu'on appelle les micronutriments, les fameuses vitamines, minéraux et ainsi de suite, et que le meilleur moyen de s'en approprier la plus grande quantité possible, c'était de choisir de les consommer de façon la plus brute possible, c'est-à-dire des fruits, des légumes, des produits non transformés. Donc j'ai fait le choix radical, et j'en ai conscience, de manger tout cru d'un seul coup. Du jour au lendemain, quasiment, je me suis mis à manger tout cru.
Alors quand je dis manger tout cru, c'est vraiment je mangeais des fruits, des légumes principalement, et puis je mangeais aussi à l'époque des produits animaux, donc des œufs crus, de la viande, du poisson cru. Voilà, je me suis mis à manger ça et ça a été là aussi au niveau alimentaire un énorme apport pour mon corps. D'accord. Ça c'est ma réponse à moi. Maintenant, Oui. si je devais donner la réponse pour tout un chacun, la réponse que je donnerais, elle est un petit peu différente parce que si tu veux, mon cas, c'est un cas qui m'est propre et qui répondait certainement aux deux facteurs qui étaient les plus faibles en moi. C'est-à-dire, il y avait cette histoire de conduite morale biaisée et il y avait cette histoire de alimentation qui était totalement inadéquate. Pour une autre personne, ça peut être autre chose. Donc, si une personne me posait la même question, elle me dit quels sont les facteurs à mettre en place, je vais lui dire, écoute, la seule chose à faire, c'est tu te poses calmement, tu prends une feuille et tu essayes de faire, parce que je crois que tout le monde au fond de lui-même sait ce qui n'est pas correct dans sa vie. Il y en a un qui va dire, ah non, mais moi, je fume et je me couche à point d'heure. Il y a l'autre qui va dire, bon, moi, je mange n'importe quoi. Il y a l'autre qui va dire, enfin, il y a une part de nous qui sait ce qui va pas d'une certaine manière. Fais un bilan honnête de ce qui est de guingois dans ta vie, ce qui est de travers, et choisis fermement, prends l'engagement ferme de renoncer à cela et de mettre en place quelque chose d'autre, de différent. C'est pour ça que j'aime beaucoup le terme de repentance, parce que repentance, il veut dire on allait dans un sens, dans une pente qui nous conduisait à la maladie, l'affaiblissement, la mort, la dégénérescence, et on choisit délibérément, donc c'est un acte choisi, pensé, accepté, on choisit délibérément de prendre une autre direction, de prendre une autre pente. C'est pour ça que je l'aime bien ce terme, parce que il veut pas dire changer d'alimentation, il veut pas dire changer de rythme de vie, il veut dire changer les paramètres qui en toi ne nourrissent pas la vie. Alors c'est vrai que faire cet acte de repentance, on s'aperçoit dans la vie mystérieusement que chez certaines personnes, c'est possible. C'est-à-dire que, alors est-ce que c'est un sursaut de vie quand on a touché le fond et que finalement on n'a plus le choix, ce qui était aussi ton cas. Quand on va quand même relativement bien, je dirais d'une manière générale, qu'on peut avoir des signes avant-coureurs, qu'on se rend compte de certaines addictions et qu'on se dit ma foi, il faut bien vivre. Quel pourrait être le moteur? Et puis je pense qu'on n'est pas tous égaux par rapport effectivement à cette possibilité de volonté, que ce soit lié à nos conditionnements, je dirais transgénérationnels, nos blessures d'enfance, pourquoi pas des états karmiques si on y croit. Peu importe en fait les causes, mais chez certaines personnes, se défaire de l'addiction peut être d'une forme d'addiction, hein, que ce soit des comportements, etc., peut être complexe finalement. Oui, oui, ça peut être complexe. Bon, c'est pour ça déjà que je crois beaucoup à la vertu du témoignage. Non pas pour faire la même chose, mais juste pour témoigner, dire à l'autre, il y a une autre chose qui est possible pour toi. Donc déjà, partager du rêve. Moi, je sais qu'à l'époque, quand même, ce qui m'a maintenu la tête hors de l'eau, c'est des personnes qui m'ont dit, ton état peut s'améliorer. C'est-à-dire, il y a une possibilité autre. Donc, je crois beaucoup aux vertus du témoignage pour ces personnes-là, et à force de témoignage, de personnes qui leur disent, écoute, ma vie, elle était ça, et maintenant, elle est devenue ceci, donner cette motivation. Après, il y a le soutien. Et puis, je pense que la connaissance aussi de la physiologie est intéressante parce que, tu vois, moi, par exemple, je sais que dans ma longue descente aux enfers, il y a eu différents symptômes qui sont apparus. Je pense à un, par exemple, qui était particulièrement handicapant pour moi. J'ai commencé à avoir les doigts des mains et des pieds tout en froid, à tel point qu'à un moment, on m'a diagnostiqué ce qu'on appelait la maladie de Raynaud, le syndrome de Raynaud. Ce qui veut dire que en permanence, j'avais des extrémités qui étaient glacées, le sang ne circulait plus à l'intérieur, et c'était facteur de douleur extrême. J'avais du mal à marcher parce que mes pieds étaient gourds en permanence. J'avais beau me remettre 2-3 couches par-dessus, ça changeait rien. D'ailleurs, souvent en formation, j'ai tendance à dire aux gens avec un peu d'humour, j'ai dit, tu as beau mettre un duvet de montagne à un macabé, ça va pas le réchauffer. Et donc, à l'époque, on m'avait pas expliqué que le problème, c'était pas un problème de mettre des couches pour tenir chaud, c'était un problème circulatoire. Et que Oui. le fait que la circulation n'arrivait pas à mes extrémités, c'était lié à un état d'épuisement de mon organisme. Et que aussi, tu vois, c'est vraiment cette connaissance. Et que si le sang n'arrivait pas à mes pieds, si le sang n'arrivait pas à mes mains, il y avait toutes les chances que le sang n'arrive pas de la même manière au niveau de ma tête, puisque c'est aussi une extrémité de l'organisme. Et que tous les troubles que je voyais apparaître de type dépression, troubles de la vision, troubles de la mémoire, troubles de l'audition, que je sentais me grignoter année après année, étaient certainement liés simplement à cet état d'épuisement qui faisait que la circulation ne se trouvait pas dans mon corps. Donc, je pense quand même qu'en expliquant la physiologie aux gens, en expliquant les conséquences de ce qui se passe, et surtout en s'appuyant sur les petits symptômes du quotidien, en disant tu vois ça, mais en fait tout ça c'est relié. Ce ne sont pas des voyants qui s'allument de façon disparate sur un tableau de bord sans aucun lien les uns avec les autres, mais il y a une logique derrière tout ça.
si on explique la logique qui est derrière tout ça, en disant voilà, là tu as autant de signaux qui expliquent le chemin que tu es en train de parcourir, et même mieux que ça, je peux te prédire la prochaine étape. C'est-à-dire ça a rien à voir avec de la médiumnie, hein, c'est juste parce que c'est logique, c'est un enchaînement de causes et d'effets, c'est-à-dire que la prochaine étape, ça va être ça. Et imaginons que quelques mois après, la personne se retrouve face à cette étape-là. Elle va se dire oh là, mais en fait oui, c'est prévisible. Donc si c'est prévisible, ça veut dire qu'on a une prise dessus. Parce que le problème, c'est que souvent, on a une représentation de notre chemin de santé qui est une représentation d'inéluctabilité. C'est-à-dire, quelque part, les maladies arrivent, on ne sait pas trop comment, on est un peu victime. Alors, ça a quelque chose de confortable, entre guillemets, d'être victime, hein, parce qu'on se dit, ah ben, la maladie m'est tombée dessus. Par contre, c'est un énorme inconfort. Oui, la responsabilité, en fait. On se dédouane. On se dédouane de la responsabilité. Par contre, le problème, c'est que si on n'est pas responsable, on n'a pas non plus de responsabilité sur notre guérison. Parce que si on n'est pas responsable, on ne sait pas d'où ça vient et on n'a aucune prise dessus. Et moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est oui, vous êtes responsable, pas coupable, parce que votre responsabilité, elle est liée aussi à votre système de croyance, aux connaissances que vous avez. Donc, vous avez fait des mauvais choix, la plupart du temps par défaut, parce que vous n'avez pas conscience de ce qui était en jeu. Mais parce que vous êtes responsable, vous avez aussi une prise pour changer les choses. Parce que si vous êtes irresponsable, vous ne pouvez pas changer les choses. Si vous êtes responsable, vous pouvez changer les choses. Et c'est ce message, moi, que je porte depuis des années et que je porte à toutes les personnes, y compris les personnes qui ont des addictions, et ainsi de suite, en leur expliquant quels sont les enjeux, quels sont les leviers sur lesquels on peut jouer, et en leur disant une vie autre est possible. Et cette vie autre, enfin moi j'en suis un témoignage, franchement, à 44 ans, je suis plus en santé que jamais, que ça soit au niveau physique, que ça soit au niveau moral, et surtout, je définis les paramètres de santé de façon très globale. C'est-à-dire la santé, c'est pas simplement ne pas avoir de maladie. Pour moi, la santé, c'est à la fois un état d'énergie au quotidien, de joie, de spontanéité, de simplicité. Ça prend l'être tout entier. Et cette vie-là, je crois que tout le monde en a envie. Et puis c'est aussi être pleinement soi-même. Mais effectivement, donc quelqu'un qui finalement adopterait les bases de la régénération et ça dans le film là qui est en salle en ce moment, dans le film Régénération, on voit des témoignages qui sont extraordinaires. Et puis toi, tu accompagnes aussi avec ton propre témoignage ce film. Mais on voit bien que ces personnes-là changent de mode de vie. Quelqu'un qui changerait son alimentation sans changer finalement ses pensées, son système de croyance, est-ce qu'il a les mêmes chances de réussir? Est-ce que c'est possible? Ça dépend. Ça dépend en fait à quel point son système de croyance est erroné ou pas. Si la personne a un système de croyance qui est déjà relativement adéquat, bon ben là il n'y a pas de problème, il n'y a pas à changer. En fait, c'est toujours pareil. Pour moi, la vie a des besoins. C'est ce qu'on appelle des besoins vitaux. Les besoins vitaux, c'est une alimentation de qualité, un cadre de vie de qualité, un rythme de vie qui laisse la place au repos. Et puis c'est aussi au niveau des relations humaines, sans parler de la dimension de transcendance. Si ces besoins-là ne sont pas respectés, pour moi, une personne sera toujours bancale, quoi qu'on fasse. Alors, de toute façon, si la personne modifie un paramètre qui était inadéquat, elle va aller mieux sur ce paramètre. Mais si on veut avoir l'intégralité de la promesse, d'une certaine manière, si je peux m'exprimer ainsi, ben il faut passer en revue tous les paramètres. C'est clair que si tu as un système de croyance dans lequel chaque matin tu te répètes que ta vie elle est pourrie, que tu ne réussiras rien dans ta vie, enfin que tu te déprogrammes ou que tu te programmes négativement tous les matins, il est certain que ça va être quand même un sacré handicap. Oui. Alors dans le film Régénération, tu parles de cette citation est notée d'Ambroise Paré, qui était un chirurgien français du XVIe siècle et qui disait « Je soigne, mais c'est Dieu qui guérit ». Et il y a quelque chose qui me frappe dans ton parcours, toi qui es croyant et qui est très attaché à la figure du Christ. Tu tombes malade à 33 ans de manière quasi mortelle et puis tu vis cette fulgurance et cette sorte de résurrection. Est-ce que tu vois un parallèle ou un signe de Dieu dans ce chemin? Je vois un signe de Dieu. Alors, pour moi, dans ma foi, il est très important. Il y a quelque chose que je cultive au quotidien, c'est la gratitude. Parce que je pense que l'une des pires maladies à notre époque, c'est le manque d'humilité et l'orgueil qui fait qu'on pense que tout nous est dû et que on n'éprouve pas ce sentiment de gratitude pour les choses les plus simples de la vie. Donc oui, je vois un signe de Dieu dans ma résurrection, parce que de toute façon, si c'est pas la vie qui l'avait porté cette résurrection, c'est pas moi avec mes petits moyens qui serait arrivé. Moi, je soigne, c'est-à-dire je donne les bonnes conditions, mais quelque part,
même en donnant les bonnes conditions, il y a quand même eu un facteur en plus qui a fait que ça a redémarré. D'ailleurs, je le dis souvent quand je donne mon témoignage, j'y vois un clin d'yeux, comme tu dis, parce que je trouve l'expression très jolie, parce que non seulement j'ai été réhabilité sur le plan physique, mais en plus, vraiment, pour moi, c'est toute ma vie qui a été métamorphosée. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un qui vivait seul. Maintenant, je suis papa. J'ai une femme que j'aime énormément, qui est pour moi une personne parfaite. Je vis dans un cadre de vie que j'aime et tout. Donc, j'ai été réhabilité. Et c'est important pour moi de le dire, de l'affirmer et de rendre à César ce qui appartient à César. C'est pour ça que cette phrase d'Ambroise Paré m'importe beaucoup. C'est-à-dire, oui, on peut mettre en place les bonnes conditions pour que la guérison puisse advenir, mais ce n'est pas nous qui maîtrisons la guérison. La guérison, elle advient et c'est un cadeau, c'est une grâce, c'est un plus, c'est un bonus. Et je pense qu'elle advient d'autant plus qu'on a l'humilité de reconnaître que nous ne sommes pas tout puissants. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment ma grande conviction, c'est que nous ne sommes pas tout puissants. La vie, tu auras beau interroger n'importe quel scientifique, on peut tourner autour, mais on ne maîtrise pas les paramètres de la vie. C'est-à-dire que la vie, pour moi, souvent j'utilise ce parallèle, je dis c'est un peu comme une petite flamme, et on serait comme des premiers hommes qui avons cette petite flamme avec nous. On sait comment l'entretenir, on sait comment la faire prospérer, on sait que si on met du bois de manière adéquate, on va en faire un grand brasier, mais par contre, si on la perd, on est foutu. C'est-à-dire que si on la perd, le domaine de la résurrection, en tout cas, c'est pas le domaine naturel dans lequel on évolue tous les jours. Bien Donc, sûr. La vie, avec toutes nos connaissances scientifiques, avec tout notre arsenal technologique, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas la créer, on sait la faire se perpétuer, quand un bébé naît, on sait la faire se perpétuer, mais cultiver cet esprit d'humilité, se dire vraiment, on est quand même face à un grand mystère, et ce mystère, c'est important de le révérer d'une certaine manière pour ce qu'il est. Très bien. Écoute, merci beaucoup. Je trouve que c'est une très belle conclusion pour ce premier épisode, ce premier podcast qui nous permettait de découvrir un peu mieux ton parcours. À la fois, comme tu le dis, ta descente aux enfers et puis ta régénérescence, on peut le dire, et je sais pas comment tu appelles ça, mais en tout cas... Ma résurrection. Ouais, cet éveil, et puis j'allais dire résurrection, j'osais pas dire le mot, je te laisse le dire parce qu'effectivement, il est parfait. C'est une forme de transfiguration, de résurrection. C'est un témoignage qui effectivement est très fort. C'est important pour moi. Oui. C'est important. Tu me permets juste une petite aparté. C'est important pour moi d'utiliser ces mots comme résurrection, repentance, parce que ce sont des mots qui parfois ont été très appropriés, très connotés par une histoire religieuse. Et c'est pas parce que il y a pu y avoir des choses qui ne me convenaient pas qu'il faut rejeter les mots, parce qu'ils sont puissants et ils disent ce qu'ils veulent dire. Donc oui, résurrection, je trouve que le mot est adéquat. Parfait. Bah écoute, merci beaucoup. Alors pour ceux qui nous écoutent, ils peuvent maintenant, s'ils le souhaitent, écouter le deuxième épisode, sachant que les épisodes ne sont pas forcément liés. Et rendez-vous donc très bientôt dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Merci beaucoup Thierry de nous avoir partagé cet éveil, et à très bientôt. À très bientôt. Retrouvez-moi sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast.